Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous retrouvons aujourd'hui en 2025 les mêmes éléments de langage que pour la fausse pandémie de 2021. Nous sommes en guerre contre le coronavirus et nous allons porter des masques à gaz et nous utiliserons les gestes frontières ainsi qu'un nouveau vaccin ARN, oui, anti-russe nucléaire. L'opération Quoi qu'il en coûte est de retour. Bonsoir à vous et bienvenue dans la France Libre, une émission du CNTF-CH, Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe, avec Bruno et avec Jean-Pierre. Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et bonsoir à vous messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci. Oui, pour le week-end, il n'y a pas eu de souci, il est bien passé. Et c'est bien de prendre toutes ces choses un peu violentes, ces éditions verbales un peu violentes qu'on reçoit par le poste de télévision concernant notre soi-disant président. Merci de tenir tout ça à distance du réel, c'est-à-dire de pratiquer l'humour. Puisque si on fait pas ça, on se dégrade nous-mêmes et on s'enfonce nous-mêmes dans la dépression. Donc il faut surtout pas perdre son sens de l'humour, et on en a besoin à tout moment. Donc voilà. Alors par contre, il y a une chose par laquelle je voulais commencer, une actualité qui concerne les États-Unis d'Amérique et en particulier Monsieur Biden, qui est toujours vivant s'il n'est plus président de la République des États-Unis. Eh bien, il a été prouvé que une grande partie, pour ne pas dire tous les textes qu'il a été amené à signer dans le cadre de son mandature de 4 ans, eh bien, tous ces textes ont été signés par une machine électronique, et avec bien sûr un original qu'elle copie et qu'elle reproduit. Donc ça, c'est juste insupportable. Et surtout pour les Américains qui voient une forfaiture énorme et qui remettent en cause tous les textes qui ont été signés pendant cette période, évidemment, puisqu'ils n'ont pas été signés par un homme conscient, lucide. Ils ont été signés par une machine d'une part, mais qui est derrière la machine et qui a fait signer la machine, c'est ça que l'enquête va nous montrer, on espère en tout cas, et que l'enquête est en cours et ça menace d'être assez sérieux, quoi. Donc voilà, une chose qui se passe encore aux États-Unis, le scandale dans un premier temps, et le deuxième temps, quelle est la réaction du peuple vis-à-vis du scandale, puisqu'on compare maintenant la réaction du peuple américain à la réaction du peuple français. Voilà, c'est là pour l'instant. Oui. Alors justement, Philippe, ça tombe bien parce que le peuple français va aussi réagir, parce que il y a une information qui est parue et qui fera plaisir d'ailleurs à Maître Z, qui déjà avait dénoncé toutes ces magouilles. C'est que un artisan qui était poursuivi par l'URSSAF pour une dette de 6 000 €, eh bien, s'est aperçu que les statuts de l'URSSAF et que l'URSSAF, en réalité, n'était pas réellement et correctement enregistré. Ce qui fait qu'il a porté plainte devant le tribunal administratif. Et figurez-vous, les amis, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal administratif lui a donné raison. Tout ça signifie que ça crée une jurisprudence et que l'URSSAF, je vous rappelle que dans le mot URSSAF, il y a URSS, souvent je l'ai dit, eh bien, l'URSSAF, apparemment, n'est plus légal, n'est plus légitime. Imaginez les millions de personnes qui sont poursuivies par l'URSSAF. Imaginez ce que ça va représenter. C'est déjà un bon point pour le peuple. Alors peut-être que l'URSSAF va changer ses statuts, mais en attendant, ça montre et ça met vraiment le doigt sur les grosses magouilles qui sont mises en place par notre État depuis si longtemps. Et justement, à propos de grosses magouilles, la CIA déclasse tous ces dossiers. Donc nous allons savoir dorénavant comment l'État profond a agi ici en Europe et toutes les misères qu'ils ont pu nous faire. On va regarder l'actualité en images et on se retrouve juste après. Depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, il y a toujours des gens nostalgiques. Ils aimeraient revenir à l'époque de Napoléon. Mais ils oublient comment cela s'est terminé. Il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. La Russie est devenue
au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Voilà l'ennemi. Celui qui détruit la France. Ce n'est pas une menace. Il est présent. Il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas. Vous l'aurez reconnu en fin de vidéo, le général Coustou. Oui, le général Coustou, effectivement. Alors, qui veut démarrer un commentaire sur ce qu'on vient de voir, qui est grave, hein, puisque c'est des choses assez importantes. Moi, je veux bien lancer l'affaire. Alors, est-ce qu'on a entendu des mensonges dans tout ce qui a été dit, notamment par monsieur Macron? Ben oui, je pense. Mais des mensonges difficiles à prouver. Donc, c'est pour ça qu'on va pas trop s'apesantir sur la manière de parler, sur la manière d'accuser gratuitement, sans preuve, etc. Et puis, j'ai noté dans les paroles sous-titrées de monsieur Poutine que peut-être les circonstances actuelles étaient liées à ce qui se passe en Afrique. Alors, sous-entendu, entre la France et l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que la France s'est fait virer d'un certain nombre de pays d'Afrique où elle était installée comme chez elle et où, finalement, peut-être grâce à l'aide militaire de la Russie, et en tout cas l'assistance, les signatures d'assistance des uns vers les autres, eh bien, les pays d'Afrique se sont sentis suffisamment forts pour se défaire de la tutelle française. Et ça, évidemment, ça peut ne pas plaire. Ça s'appelle une défaite, d'un point de vue strictement militaire déjà, et d'un point de vue diplomatique surtout. C'est-à-dire qu'on est parti avec rien, en leur laissant tout, et avec rien, aucun accord commercial comme on a pu l'avoir quand on a quitté l'Afrique au temps du général de Gaulle, dans ce premier mouvement-là. Là, rien. Donc, effectivement, on perd tout. On diminue la France à chaque fois, et à chaque fois que ce monsieur prend des initiatives, ça devient de plus en plus catastrophique. Oui, Bruno. Alors, Philippe, moi, je vais rajouter à ce que tu dis que les Africains ne sont pas dupes. Ce que les Africains ne supportent plus, c'est l'oligarchie et les politiciens français. Par contre, les Africains aiment le peuple français. Et certains même nous l'ont fait savoir, notamment au niveau de la résistance, c'est-à-dire des gens qui résistent en France, comme nous, au système, et qui sont très bien vus par la plupart des peuples africains. Oui, je crois que nous sommes dans un monde un peu fermé, où le monde de la communication et des médias en France. On a l'impression d'être enfermé au milieu d'une cloche, sous une cloche, d'où rien ne sort et rien ne rentre, et même pas les ondes hertziennes, comme si on était dans une cage de Faraday. Et l'information circule mal. Mais dans d'autres pays, elle circule beaucoup mieux. Et notamment, tu cites l'Afrique, et je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que l'Afrique est bien souvent mieux informée que nous, Européens. D'abord, ils sont plus à l'écoute, déjà, premièrement. Et puis, ils sont dans un monde qui bouge beaucoup plus vite que le nôtre. Ils sont habitués à réagir rapidement à des situations d'urgence, etc. Donc voilà, ils sont plus, je dirais, plus exercés que nous, tout simplement plus exercés que nous à l'écoute, et plus abreuvés d'informations que nous ne le sommes nous, puisqu'on en est plutôt sevrés, nous. Et quand on en a, elles sont plutôt fausses, surtout quand elles viennent du gouvernement. Donc voilà, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça. Très bien, eh bien on va débuter avec notre sujet, petite réflexion pendant une vingtaine de minutes, à savoir consulter le peuple et lui céder le pouvoir. Alors consulter le peuple et lui céder le pouvoir. Alors pourquoi consulter le peuple? C'est une allusion évidemment à cette dame journaliste, je ne sais plus si c'était Ruth Elkrief ou une autre personne, elle n'en voudra pas, qui interroge monsieur Bayrou, présent sur le plateau de télévision ce soir-là, et qui lui demande: est-ce que vous pensez, monsieur Bayrou, que c'est pas le moment justement de demander au peuple français s'il est d'accord pour partir en guerre? Alors la question est en elle-même une bombe. C'est-à-dire que c'est exactement le genre de question que aucun journaliste n'aura osé poser jusqu'à maintenant, ever, hein, depuis toute l'histoire, depuis De Gaulle et après, quoi. Et pourquoi se sent-elle la force et le courage de mettre tout ça à plat? Tout simplement parce que les gens s'émeuvent de l'idée qu'on aille se battre contre des Russes, contre lesquels on n'a rien du tout, ou bien au contraire,
on est amis avec le peuple russe, et c'est monsieur notre directeur, c'est monsieur notre président qui veut absolument qu'on aille en découdre avec eux, évidemment au prix de notre sang et pas du sien. Donc c'est dans sa question à cette dame, il y a tout ça, quoi. Il y a l'idée que finalement c'est nous qui allons payer, donc c'est pas un petit peu à nous de décider? Bonne question, excellente question. Alors il faut se souvenir que Monsieur Chirac avait répondu à cette question en son temps lorsque les Américains étaient venus le solliciter pour aider les Américains justement à se battre en Irak. Et il avait répondu, eh bien non, on va pas y aller. Et là, tout le monde a applaudi, des deux mains évidemment. Les Français ont été à fond derrière lui, et en particulier derrière Monsieur de Villepin, qui avait fait un célèbre discours à l'ONU, à ce moment précis, où il avait lui-même d'ailleurs été applaudi. Donc je pense que les Américains avaient compté ceux qui avaient applaudi le discours de Monsieur de Villepin, et ils avaient dû les blacklister aussi. Hein. Donc la France est sortie par, je dirais, la petite porte de l'ONU. Monsieur Bush a traité Monsieur Chirac de jacasse, ce qui en américain n'est pas très aimable. Et les relations se sont un petit peu refroidies entre les États-Unis d'Amérique et Monsieur Chirac à l'époque, déjà à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Monsieur Chirac a pris la décision tout seul, avec Monsieur de Villepin bien sûr, mais qui était son porte-parole, de dire non aux États-Unis d'Amérique, et on l'a félicité d'avoir pris cette décision tout seul, parce que le peuple, s'il avait dû décider par lui-même, aurait pris la même décision. Mais est-ce qu'il a été sollicité? Pas du tout. Pas du tout. Mais il n'en a jamais été fait reproche à Monsieur Chirac, évidemment, puisque ce sont les dirigeants qui prennent les décisions de la paix ou de la guerre, et jamais les peuples. On ne les consulte jamais sur cette question-là. Et c'est la question que cette dame, je reviens donc à la question d'avant-hier, cette dame a posé la question directement à un Monsieur Bayrou totalement déplacé, déphasé, pas du tout dans le coup, et qui s'accroche à ces quelques semaines supplémentaires. On a l'impression qu'on est dans un jeu de télévision, où on obtient, si on reste plus de 2 semaines au pouvoir, on obtient le bonus offensif. Vous savez, comme en sport rugby, vous avez un bonus offensif si vous marquez plus de temps de points. On a l'impression que M. Bayrou, il s'est installé dans cette logique et qu'il a besoin de tenir un peu plus. Mais quant à répondre à la question posée par cette dame, la journaliste, eh bien, il met tout. Est-ce que vous croyez que ça serait pas plus grave si on ne faisait rien? Il rajoute pas petite gourde, mais il le pense un peu quand même. Il manque plus que ça dans la phrase. Hein. Donc en fait, ça veut dire en clair, les dirigeants de nos pays savent ce qui est bon pour nous, décident à notre place, et le monde est bien géré comme ça. Voilà. Faut surtout pas chercher à faire bouger ce statu quo. Eh bien voilà. Donc consulter le peuple, ça ne se fait pas, ça se fait très rarement. On va quand même étendre les exemples à ce qui s'est passé toujours avec Monsieur Chirac. Tiens, c'est bizarre. C'est-à-dire avant Monsieur Sarkozy. Voilà, pour être tout à fait clair. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Chirac? Il a fait le référendum de 2005. Il a fait faire le référendum de 2005 par lequel les Français se sont tous dit, enfin majoritairement dit, être défavorables à l'entrée de la France dans la comment dirais-je, dans la Constitution européenne, tout simplement. Ça, c'était en 2005. Et Monsieur Chirac a accepté ça, évidemment, puisque c'était lui qui était l'auteur de ce questionnement par référendum. Et puis, il a disparu logiquement suite à la fin de son mandat, et il a été succédé par Monsieur Sarkozy, qui, lui, en 2008, s'est permis de reposer la question aux représentants du peuple qui ont répondu non. Là où nous, on avait dit oui, ou l'inverse, enfin, peu importe. Donc, les représentants ont dit le contraire de ce qu'avait dit le peuple 3 ans plus tôt. D'abord, première question, pourquoi avoir reconsulté les représentants alors que le peuple avait été très clair 3 ans plus tôt? Première question. Et puis, deuxième question, est-ce que ça nous fait pas quelque chose, d'un point de vue strictement politique et de la démocratie, de vous asseoir sur une décision qui a été prise par le peuple, par la plus haute instance possible, qui est un référendum national? Est-ce que ça vous fait pas quelque chose? Ben non, ça faisait rien du tout. Ça a rien fait à personne. Et là, on a continué de ne pas consulter le peuple, de passer plutôt par ses représentants. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est malgré cinq républiques, et puisqu'on est la 5e du nom, hein, on n'a toujours pas le pouvoir. Le peuple n'a toujours pas le pouvoir. Alors que la République, c'est quelque chose qui met le pouvoir du peuple en avant normalement. Sauf que là, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'on reste toujours dans une logique de représentation. C'est-à-dire que nous votons pour des gens qui vont décider à notre place.
Alors, on choisit des députés de gauche, de droite, qui ont bien reçu ma lettre pour que devant chez moi, il y ait pas les ordures ménagères, où il y a des ordures ménagères, alors qu'il y en a pas pour l'instant, parce qu'on leur envoie ce genre de demande aux députés. Ça, c'est vrai. Donc, ils gèrent tout ça, ils délèguent évidemment à des équipes, et puis ils se gardent des sujets principaux, politiques en général, et puis surtout ils visent à la prochaine élection de savoir quel sera leur placement dans la région, dans la commune, dans la nation, etc. Donc ça, c'est l'actualité, quoi. C'est comme ça que les choses se passent. Et cette représentation, elle nous dessert, nous, car ils n'ont plus le temps, ces messieurs, ni l'envie, pour beaucoup d'entre eux, de s'occuper véritablement des problèmes des Français, puisqu'ils sont occupés à 100% de s'occuper de leur réélection. Voilà. Désormais, c'est devenu ça, quoi. Et de savoir s'ils seront toujours dans l'hémicycle, avec quel groupe ils pourront discuter, est-ce qu'ils passeront toujours sur les écrans de télévision, de radio, etc. Ils mesurent leur popularité à ça, en fait. Et ils se comportent un peu comme des gens du spectacle, tout simplement, qui doivent mesurer, qui vivent de leur art, et qui doivent mesurer également leur popularité au travers de leur passage sur les médias. Donc voilà. Et nous, peuple, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On s'assoit sur le canapé, on regarde la télévision où tout se décide. Derrière cet écran, tout se décide. Et donc, si demain nous n'avons pas rapidement, je dirais, trouvé une solution pour qu'il n'y ait plus de représentation, c'est-à-dire que chaque homme et femme, évidemment, représente un citoyen qui va voter pour quelque chose et non pas pour quelqu'un. On insiste. Et se voter pour quelque chose, ça va être une loi, ça va être un projet, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau départemental ou que ce soit au niveau national, parce que les trois fonctionnent selon des règles à établir évidemment, mais qui sont faciles à établir et qui ont déjà fonctionné par le passé, quoi qu'on en pense. Eh bien, si on n'a pas ça rapidement, on va rapidement continuer d'être traité comme avant, quoi. Et rapidement d'être traité comme avant, c'est s'enfoncer un peu plus dans une relation entre une direction générale, on va faire cette comparaison-là entre la politique et les affaires. Direction générale, c'est le président de la République. Eh bien, on va devoir comment dirais-je, on va continuer d'obéir, on va continuer d'être les obéissants et non pas les agissants. Voilà. Oui, Bruno, je crois que tu voulais dire. Je réagis à tout ce que tu viens de dire positivement, Philippe, et je vais juste rajouter quelque chose. Dans la chanson Le Déserteur, je crois qui est de Boris Vian, il dit bien dans cette chanson, Monsieur le Président, si vous voulez faire la guerre, allez-y vous-même. Donc les oligarques et les politiciens sont bien bavards, ils disent beaucoup de choses, mais c'est jamais eux qui vont à la guerre. Ils préfèrent que ce soit le peuple qui aille se faire tuer. Donc là, il serait temps de changer les choses et que ce soit eux qui aillent, parce qu'ils veulent se battre. S'ils veulent se battre, c'est eux qui devraient y aller et pas le peuple. Parce qu'on n'a jamais vu en général dans toute l'histoire des peuples déclencher eux-mêmes des guerres. C'est toujours les chefs, c'est toujours les oligarques, c'est toujours les rois qui ont déclenché les guerres. Même il y a 2500 ans à Athènes, dans la démocratie à l'époque, les peuples faisaient tout pour éviter la guerre. Et ils ont dû quelquefois, malgré tout, se battre parce que justement, il fallait qu'ils puissent se défendre contre tous ceux qui voulaient détruire cette fameuse démocratie. Oui, alors les motifs des guerres, c'est toujours la même chose. C'est l'argent, c'est la monnaie, c'est l'argent, la puissance, le pouvoir. Tout ça, c'est la même chose. Donc, on voit bien que l'État profond aujourd'hui, je reviens à aujourd'hui, l'État profond est en panique parce que M. Trump a asséché les sources d'approvisionnement financier dont il disposait grâce à des trafics juteux. On peut les citer, trafic humain, trafic d'organes, trafic d'argent, trafic de tout ce qu'on veut. Et là, il est désormais reconnu que l'Ukraine est une plaque tournante en la matière, et pas depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais depuis un certain temps, comme disait l'autre. Donc ça fait un certain temps, effectivement, que ce trafic dans ce pays passe par ce pays, des trafics divers et variés, qui arrangent beaucoup de gens, et qu'évidemment aujourd'hui, Monsieur Trump ayant mis un coup de pied dans la fourmilière, eh bien les fourmis s'agitent dans tous les sens pour savoir comment elles vont récupérer leur pépette, leur argent, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est mouvement de panique. Et si Monsieur notre cher président, si vous lisez ce courrier, la lettre, comme disait le déserteur, si vous lisez ma lettre, eh bien lui, il est payé. Par qui, on y verra peut-être plus tard, mais en tout cas, il est fortement encouragé pour une raison ou pour une autre, à vouloir continuer la guerre.
on entend ça dans ses paroles. Je veux la guerre. Il faut la guerre. Si nous n'avons pas la guerre, nous serons un jour les esclaves de la Russie. Bien sûr. Il n'y a qu'à croire. Et c'est connu. Hein, la Russie, ils ont envahi le monde entier, comme les États-Unis. Non. Ils ont tellement pas de richesse sur leur sol qu'ils ont besoin de venir en chercher en France. Donc le simple bon sens de quelqu'un qui connaît un peu la géographie et l'histoire, je pense que les enfants pourraient remontrer à Monsieur Macron en matière de stratégie et militaire et je dirais des ambassades tout simplement, parce qu'en général ce genre de contentieux se règle par les ambassades avant de sortir de parler des canons, etc. Je note que Monsieur Poutine a un petit sourire aux lèvres parce qu'il doit comprendre qu'il a en face de lui un petit garçon, alors que lui c'est un maître. Il fait un petit peu d'humour, c'est pas trop son registre, mais il peut pas faire moins ni plus compte tenu des circonstances et de ce qu'on lui laisse à lui comme espace de discussion vis-à-vis des médias notamment, hein, c'est-à-dire très peu de choses. Et puisque nous n'avons de lui que ces extraits qu'on a vus tout à l'heure, qui sont bien souvent produits ou qui sont interdits de passage en Europe. Donc il y a une omerta, il y a une censure terrible par rapport à tout ce qui vient de la Russie, évidemment. Et quand ça transparaît, quand ça arrive, eh bien, ça veut dire qu'on est dans la subversion et que les Russes vont bientôt être à Paris, quoi. Alors justement, oui. Justement, Philippe, ceux qui disent que les Russes vont être un jour à Paris, ça fait vraiment sourire, et notamment les militaires. Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, si Poutine veut prendre nos idées, parce que je vois pas l'intérêt qu'il aurait autrement, parce que les matières premières qu'on a chez nous, il n'y en a pas tellement. Donc, si Poutine veut prendre nos idées, il n'a pas besoin de venir nous envahir. Il suffit qu'il fasse ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire de bien écouter ce qu'a dit, par exemple, Jean-Pierre Petit sur la magnéto-hydrodynamique, ce qui lui a permis de construire des missiles qui se déplacent à 28 000 km/h. Donc, il n'a pas besoin de venir se déplacer en France pour ça. C'est facile, hein. Donc, il faut comprendre aussi que contrairement à Hitler, Poutine n'a pas eu l'intention d'envahir l'Europe. Ça lui servirait à quoi? Alors que, comme tu disais, il a déjà un territoire immense avec toutes les matières premières qui puissent exister déjà sur son territoire. Jean-Pierre, quelque chose à rajouter? Oui, je suis un peu stupéfait. Il faut dire que je suis pas vacciné et je n'ai pas la télévision. Je ne regarde pas tous ces visages sérieux à mourir tous les jours. Il y a quelque chose. Je laisse à chacun la responsabilité de ses choix. Il y en a qui veulent que l'humanité se détruise. C'est leur choix. Les forces de l'univers font toujours en sorte que ça revienne à un moment donné sur l'émetteur et que ça revienne un peu plus fort. Alors, il y a quand même la loi de la tempérance, mais j'aimerais pas être à sa place de ce monsieur vêtu d'une façon, je dirais, grotesquement sérieuse pour avertir l'humanité qu'elle en a plus pour longtemps. Eh ben, désolé, nous vivrons et nous continuerons à cultiver l'esprit d'humour et l'esprit de paix entre nous et entre tous les peuples. Merci d'avoir pu comprendre tout ce que j'ai fait entendre dans cette expression. Merci. Ah, merci à toi. Merci à toi. Donc en fait, le système actuel qui est en déroute est pris en flagrant délit d'imprévoyance. Pourtant, il n'en fait que ça, c'est prévoir par avance avec des plans tous plus diaboliques et plus sataniques les uns que les autres. On reviendra peut-être un jour sur ce que c'est que le satanisme. Pour certains, ce sont que des mots qui veulent pas dire grand-chose, alors qu'il se cache une réalité bien forte derrière tout ça, derrière ce mot-là. Mais toujours est-il que l'imprévoyance fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été capables d'anticiper les coups que leur porte Monsieur Trump et ses équipes. Alors, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Monsieur Musk se fait agonir par tel et tel. Monsieur Musk se fait attaquer sur sa production automobile et soi-disant qu'il y a des particuliers aux États-Unis qui tirent à vue sur ses voitures par vengeance par rapport à lui. Enfin bon, je veux bien tout entendre, mais il me semble que c'est un tout petit peu exagéré.
Alors c'est de la propagande de guerre, bien sûr, qui est destinée à des gens comme nous, ou des gens qui, comme nous, cherchent à comprendre, et surtout ne leur donnons pas du grain à moudre et de quoi comprendre, car il n'y a rien d'autre à comprendre que ces gens qui nous gouvernent, hein, qui ont pris le pouvoir, notamment dans l'Occident collectif, comme dit Monsieur Poutine. Eh bien, ils ont pris le pouvoir entièrement en Europe, et ils veulent profiter au maximum, je dirais, et jusqu'au bout, d'une petite supériorité militaire qui est très petite en France par rapport aux autres pays de l'Europe occidentale, mais qui est minuscule par rapport à la puissance militaire russe. Donc, il est hors de question de simplement essayer de s'étalonner avec eux, et c'est trop tard. Les Américains sont partis. Ils sont partis avec leur solution technique de repérage des objets volants la nuit. Ils sont partis avec toutes les solutions techniques dans lesquelles ils faisaient une différence technologique, justement. Et ils sont partis avec tout ça. Et ils ont dit, bonne chance, réglez vos affaires entre la Russie et l'Europe. Et donc, nous, on est condamnés à faire des guignoleries, des guignolades, pour continuer d'alimenter une guerre comme toutes les autres guerres, sert essentiellement à alimenter elle-même des trafics, et qui, aujourd'hui, sont devenus des trafics énormes. Donc, c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et c'est à ça qu'il sera mis fin, et que les discours belliqueux qu'on entend aujourd'hui seront des mauvais souvenirs, à mon sens. Je pense qu'au sein du CNTF-CH, on en est conscient. Ce seront de reléguer au rang des mauvais souvenirs dans quelques semaines, grand maximum, et on en saura beaucoup plus à ce moment-là. Alors justement, Philippe, le Conseil national de transition français Canal historique a compris une chose, c'est la puissance du cerveau collectif. Les Athéniens l'avaient compris déjà, mais d'une manière moins technique et moins sophistiquée qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de communication alternatifs qui sont Internet et tout ce qui est réseaux sociaux, qui permettent au peuple de s'informer réellement sur ce qui se passe. Et le problème, c'est que ces oligarques et ces politiciens qui essayent de nous gouverner depuis des siècles, ils se sont inspirés de Platon pour la République, et ils se sont inspirés de Machiavel pour la manière de gouverner et de tricher vis-à-vis des peuples. Eh bien, ces gens-là se sont trompés, parce que maintenant, ce n'est plus Platon ni Machiavel qui dominent, ce sont les réseaux sociaux. Il suffit de voir ce qui s'est passé, ne serait-ce que après la chute de C8, pour l'émission d'Hanouna, qui maintenant est sur Internet, où il y a toujours la même audience, et même un peu plus. Donc ça montre qu'il y a un esprit de résistance chez les peuples, quel que soit ce qu'on pense de ce genre d'émission. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples qui montrent à quel point la force des réseaux sociaux est intervenue, ne serait-ce que notamment dans l'élection de Donald Trump. Et quand on voit ce que fait Donald Trump au niveau de la libération de tout ce qui est je dirais réseaux sociaux et indépendance et suppression de la censure, la liberté d'expression, elle se retrouve vraiment renforcée, et donc les peuples prennent conscience des choses. Et on peut dire ce qu'on veut, comme Attali qui s'est permis de traiter d'Hitler Donald Trump, mais on connaît Attali, moi je le surnomme Attila, donc on sait que derrière lui il y a tout l'État profond et toute l'oligarchie qui est en panique, parce qu'actuellement quand des gens comme ça sont en train de paniquer, eh bien ils attaquent pour se défendre. Ils attaquent, mais d'une manière stupide, d'une manière brutale, et d'une manière qui ne tient pas du tout la route. Et donc ils se discréditent, tout comme vient de le faire notre soi-disant président Emmanuel Macron. Il y aura un cerveau collectif ce soir puisque nous sommes lundi. Les membres ont rendez-vous donc pour ce cerveau collectif, je crois, à 21h. C'est bien ça, tu me confirmes, Philippe? 21h, confirmé. Alors, on est d'accord. Et à savoir, ici, au Conseil national de transition français, Canal historique, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince. Non, nous sommes des chevaliers de la démocratie, tout simplement. Et le moment est venu de vous souhaiter une excellente soirée. Nous serons de retour à partir de mercredi. Bonne soirée, merci.